C'est à tous Emmanuel et Jean-Mi. Dans l'Antiquité, une cité ne se résume pas qu'à ses murs. Elle se construit dans ses choix, dans son organisation, dans son équilibre parfois subtil. Et si pendant quelques minutes, vous aviez ce pouvoir entre vos mains, celui de décider où s'élèvent les habitations, où s'installent les marchés, comment votre ville prend de la hauteur, et surtout comment elle devient plus prestigieuse que ses voisines. Acropolis vous place exactement dans cette situation. Ici, vous incarnez un architecte de la Grèce antique, qui va ériger une cité capitale. Mais très vite, on comprend que ce n'est pas juste une question de construction, mais également d'équilibre. Chaque tuile que vous choisissez, chaque placement que vous faites, devient rapidement une vraie réflexion. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, le jeu est édité par Gigamic. Pour des durées de partie d'environ 20 minutes à partir de 8 ans. Le jeu a été conçu par Jules Messot et illustré par Pauline Détraz. Et dès la première partie, on sent la volonté de proposer quelque chose de structuré et de très fluide. On est dans un jeu de tension presque discrète, constante, toujours dans l'anticipation, dans le regard, dans le timing. Le chantier est là, visible pour tous. Et les choix sont visibles de tous. Et chaque choix que vous faites, c'est aussi un choix que vous laissez ou que vous refusez aux autres. Est-ce que vous prenez cette huile maintenant, quitte à payer, ou est-ce que vous la laissez pour plus tard, au risque de laisser le choix à l'adversaire? Et au fur et à mesure que vous construisez votre ville, il y a cette satisfaction de la voir s'élever et s'étendre. On va parler du jeu de base, du mode solo, des variantes qui existent, et on parlera également de l'extension Panthéon, qui ajoute une dimension coopérative. Vous allez révéler des défis architecturaux, qui vous permettront d'ériger de splendides hôtels d'hiver dans la capitale. Et les tuiles scénarios vous invitent à relever des challenges de plus en plus compliqués. Acropolis est un jeu qui s'installe tranquillement, et qui révèle sa richesse au fur et à mesure de vos décisions. Prenez le temps, la construction de votre cité commence. Allez, on va voir comment ça se passe. Et maintenant que le décor est posé, on va pouvoir entrer dans le cœur du jeu. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de voir ensemble comment fonctionne Acropolis, étape par étape, pour que tout soit clair, même si vous n'avez jamais ouvert la boîte. On parlera de la mise en place, qui est simple, mais importante pour bien lancer le jeu. Puis on enchaînera avec les règles, en parlant du déroulement d'une partie, les choix que vous allez devoir faire, et surtout les points qui peuvent faire la différence une fois autour de la table. On prendra aussi un moment pour voir les variantes et les modes de jeu, notamment le mode solo, et l'extension Panthéon, qui apporte chacun une manière différente d'aborder le jeu. Et enfin, je terminerai avec un avis complet pour vous donner un retour sur les sensations en jeu et ce que le jeu propose vraiment une fois qu'on y joue, et à qui il peut correspondre. Commençons par un peu de présentation. Au cœur de la Méditerranée, plusieurs cités rivales cherchent à gagner richesse et gloire. Vous incarnez des architectes de la Grèce antique, parmi les plus talentueux. Votre mission, développer votre ville en construisant différents quartiers, habitations, temples, marchés, jardins ou encore casernes. Chaque construction participe à l'expansion et à la renommée de votre cité. Mais attention, vous ne construisez pas librement. Vos bâtiments doivent respecter une certaine harmonie, ainsi que des règles précises. C'est cette maîtrise qui vous permettra de faire grimper le prestige de votre ville. Un élément est absolument central dans le jeu, la pierre. C'est la ressource essentielle. Sans elle, impossible de construire, encore moins de bâtir en hauteur. Il faudra donc veiller à disposer de suffisamment de carrières pour élever votre cité vers les cieux. Passons à la mise en place. On va commencer par préparer les tuiles citées. Prenez uniquement celles qui correspondent au nombre de joueurs. Cette information est indiquée au-dessus des tuiles, comme vous le voyez à différents endroits, ici. Ensuite, vous allez former des piles de tuiles face cachée. À 2 joueurs, chaque pile contient 3 tuiles. À 3 joueurs, 4 tuiles par pile. À 4 joueurs, 5 tuiles par pile. Vous formez 11 piles. Cependant, il est possible de jouer avec toutes les tuiles pour une partie plus longue. Vous pouvez faire 19 piles à 2 joueurs et 15 piles à 3 joueurs. Une fois les piles constituées, prenez toutes les tuiles restantes et placez les faces visibles au centre de la table, en formant une ligne. Cette ligne s'appelle le chantier, c'est un élément central du jeu. Chaque joueur appelé ici architecte prend une tuile de départ et la place devant lui. Ensuite, il faut déterminer le premier joueur. C'est le dernier architecte à avoir gravi une colline qui devient architecte en chef et prend le plan correspondant. Toujours dans le sens aiguille d'une montre, chaque joueur reçoit un certain nombre de pierres en fonction de son ordre de jeu. Le premier joueur, une pierre, 2 pierres, 3 pierres, puis 4 pierres. Et les pierres restantes sont placées à proximité de la zone de jeu. En début de manche, il y a une règle essentielle à respecter. Il doit toujours y avoir exactement 2 tuiles de plus dans le chantier que le nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie ici à 4 joueurs, le chantier doit contenir 6 tuiles. La partie se joue dans le sens aiguille d'une montre. C'est l'architecte en chef qui commence. Puis chaque joueur joue à tour de rôle. La partie continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule tuile citée dans le chantier. Point très important, la dernière tuile du chantier ne doit jamais être jouée. À son tour, chaque architecte effectue 2 actions dans cet ordre. D'abord, prendre une tuile, puis ajouter cette tuile à sa cité. Maintenant, au fur et à mesure, tout va bouger pour que je puisse vous montrer des exemples. Quand vient son tour, l'architecte choisit une tuile dans le chantier. Mais ce choix a un coût. Il doit payer une pierre pour chaque tuile placée avant celle qu'il choisit dans la ligne. Concrètement, la première tuile est gratuite. Plus la tuile est loin, plus elle coûte cher. Par exemple, 1, 2, 3, 4. Si j'achète cette tuile, elle me coûterait 3 pierres qui retournent dans la réserve. La première est gratuite, -1, -1,
moins une pierre. Si un architecte n'a plus de pierre, il n'a pas le choix. Il doit prendre obligatoirement la première tuile du chantier. Une fois la tuile choisie, il faut l'ajouter à sa cité. Elle peut être placée soit au premier niveau, soit sur un niveau supérieur. Pour construire le premier niveau, la tuile doit être adjacente à la cité existante avec au moins un côté de contact. Par exemple, comme ceci. Pour le placement en hauteur, pour construire au-dessus, la tuile doit reposer sur 3 hexagones. Elle ne peut jamais être placée au-dessus d'un vide. Elle doit reposer à cheval sur au moins 2 tuiles différentes. Chaque tuile est composée de 3 hexagones de construction. Par exemple, plus tard, je pourrais poser celle-ci comme cela. Je ne pourrais pas la poser comme ceci, bien entendu. Un hexagone qui est recouvert par une autre tuile n'est plus comptabilisé pour votre cité. Il existe 3 types de construction dans le jeu. Les carrières, les places et les quartiers. Les carrières ne rapportent pas de points en fin de partie. En revanche, elles permettent de gagner des pierres. Chaque fois qu'un architecte recouvre un hexagone carrière avec une nouvelle tuile, il gagne immédiatement une pierre depuis la réserve. Là, si par exemple, si je me mets comme cela, j'en recouvre 2, je prendrai 2 pierres. Les places servent de multiplicateur de points. Elles augmentent la valeur des quartiers du même type. Ce multiplicateur est indiqué par des étoiles. Si vous possédez plusieurs places du même type, leurs étoiles s'additionnent. Autre point essentiel, une place n'a pas besoin d'être adjacente au quartier pour fonctionner. Dès le début de la partie, votre tuile de départ vous donne déjà une place habitation. Dans le jeu, il existe 5 types de quartiers différents. Vous pouvez les construire librement dans votre cité. Mais pour qu'un quartier rapporte des points, il doit impérativement respecter 2 conditions. D'abord, sa condition de placement spécifique. Ensuite, posséder au moins une place de sa couleur dans votre cité. Sans ces 2 éléments, le quartier ne rapporte pas de points. Un autre élément très important est la hauteur. Plus un quartier est construit en hauteur, plus il rapporte de points. Sa valeur correspond directement à son niveau. Niveau 1, valeur 1, niveau 2, valeur 2, et ainsi de suite. Il y a donc des conditions de placement pour que cela rapporte des points. Chaque type de quartier a sa propre règle. En bleu, ce sont les habitations. Seules les habitations qui font partie du plus grand groupe d'habitations adjacentes rapportent des points. Ici, ça rapporte, ici, ça ne rapporte pas. Les marchés. Les marchés refusent la concurrence. Les marchés ne doivent être adjacents à aucun autre marché. Donc lui rapporte, eux ne rapportent pas. En rouge, ce sont les casernes. Les militaires surveillent les frontières. Les casernes doivent être placées en périphérie de votre cité. Ici ça rapporte, ici ça rapporte, ici ça ne rapporte pas. Les jardins embellissent la ville, ils n'ont aucune contrainte. Les temples, quant à eux, doivent être complètement entourés, ils attirent les fidèles. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici ce n'est pas bon. Contrairement au quartier, une place construite en hauteur ne rapporte pas plus de points. Sa valeur ne dépend donc pas de son niveau. À un moment de la partie, le chantier va se vider. Lorsqu'il ne reste plus qu'une seule tuile, on effectue immédiatement les étapes suivantes. La tuile restante est placée en première position. On prend ensuite une pile de tuiles, puis on la retourne, face visible. Ces tuiles sont ajoutées à la suite pour former le nouveau chantier. Puis le pion architecte passe au joueur situé à gauche. La partie continue, normalement, en commençant par ce nouvel architecte. Si vous devez remplir le chantier et qu'il n'y a plus de piles disponibles, cela met fin directement à la partie. Même en fin de partie, nos règles ne changent jamais. La toute dernière tuile du chantier ne doit jamais être jouée. Une fois que la partie est finie, chaque architecte va calculer ses points. Le calcul se fait séparément pour chaque type de quartier. Pour chaque type, vous suivez toujours le même principe. Vous commencez par calculer la valeur totale de vos quartiers, uniquement ceux dont les conditions de placement sont respectées. Ensuite, vous comptez le nombre d'étoiles sur les places correspondantes. Puis, vous multipliez ces 2 valeurs. En plus de cela, chaque pierre restante vous rapporte un point. Une fois tous les calculs effectués, le joueur avec le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, le départage se fait simplement. C'est le joueur qui possède le plus de pierres qui gagne. Pour aller plus loin, le jeu propose des variantes qui ajoutent un niveau de difficulté. La mise en place et le déroulement restent exactement les mêmes. Pour chaque variante, vous ajoutez simplement une contrainte supplémentaire pour un type de quartier. Si cette nouvelle contrainte est respectée, les points de ces quartiers sont doublés. Sinon, ils rapportent leurs points normalement. Très important, ces nouvelles règles ne remplacent pas les conditions de base. Un quartier doit toujours respecter sa condition de placement d'origine et bénéficier d'au moins une place du même type. Si votre groupe d'habitation atteint une valeur de 10 ou plus, ces points sont doublés. Si vos marchés sont adjacents à une place marché, leurs points sont doublés. Une place, pas un autre marché. Si vos casernes possèdent 3 ou 4 espaces vides adjacents, leurs points sont doublés. Si vos temples sont construits sur un niveau supérieur, leurs points sont doublés. Si vos jardins sont adjacents à un lac, c'est-à-dire un espace vide complètement entouré, leurs points sont doublés. Avec le jeu de base, vous pouvez également jouer en solo. Dans ce mode solo, vous allez affronter un adversaire virtuel, appelé l'illustre architecte. Votre objectif reste le même, mais vous devez faire preuve d'ingéniosité pour relever les défis proposés et tenter d'obtenir le titre de grand maître constructeur. Le jeu propose
3 niveaux de difficulté qui modifient la manière dont les points de votre adversaire sont calculés. Pour la mise en place, vous installez le jeu comme une partie à 2. Vous êtes automatiquement premier joueur. Vous prenez une tuile de départ, un cube pierre et le pion architecte. L'illustre architecte commence avec une tuile de départ et 2 cubes pierre. Il est recommandé de lui réserver une zone de jeu distincte pour éviter toute confusion avec vos propres éléments. Vous jouez exactement comme une partie classique. Une seule différence importante. Lorsque vous dépensez des pierres pour prendre une tuile, ces pierres sont données à l'illustre architecte au lieu d'être mis dans la réserve. Son comportement est entièrement automatisé. À son tour, il cherche toujours à prendre la tuile la moins chère contenant une place. 2 cas peuvent se présenter. S'il n'a pas assez de pierres pour la payer, ou s'il n'a aucune tuile avec une place. Dans ces situations, il prend simplement la première tuile du chantier. Les pierres qu'il dépense, elles retournent dans la réserve. De votre côté, vous placez vos tuiles normalement, comme une partie classique. Pour l'architecte, c'est différent. Vous placez simplement la tuile dans sa zone de jeu, sans chercher à les connecter aux autres tuiles. En fin de partie, tous ces quartiers sont considérés comme respectant correctement leurs conditions de placement. Le chantier se renouvelle exactement de la même manière que dans une partie classique, et comme toujours, une règle reste inchangée, la dernière tuile du chantier ne doit jamais être jouée. La partie se termine de la même manière qu'en multijoueur. Vous calculez vos points normalement, ensuite vous calculez ceux de l'architecte selon le niveau de difficulté choisi. Au niveau facile, tous ces quartiers sont considérés comme étant niveau 1, ce niveau permet de vous familiariser avec le jeu. Niveau moyen, tous ces quartiers sont considérés comme de niveau 1, mais chaque carrière lui rapporte 2 points supplémentaires. C'est un adversaire plus exigeant, surtout si vous lui laissez accumuler des carrières. Au niveau difficile, tous ces quartiers sont considérés comme étant au niveau 2, c'est l'adversaire ultime. Plusieurs tentatives seront nécessaires pour le battre. Vous remportez la partie si vous obtenez plus de points que lui. Le mode solo reprend toutes les bases du jeu classique, mais ajoute une gestion particulière de l'adversaire. Vous devez optimiser vos choix, tout en contrôlant indirectement sa progression. Passons maintenant à l'extension coopérative. L'extension Panthéon est donc une extension coopérative. Elle se joue uniquement avec le jeu de base. Ici, vous ne vous affrontez plus, vous jouez ensemble avec un objectif commun. Au début de la partie, avant de commencer, vous choisissez le scénario, Corinthe, Sparte ou Athènes. Pour la mise en place de l'extension, chaque joueur reçoit une tuile de départ distribuée au hasard. Les tuiles de départ restantes sont placées face visible au centre de la table. Elles forment ce qu'on appelle la capitale. S'il y en a plusieurs, les joueurs doivent se mettre d'accord pour les connecter entre elles sans les empiler. Par exemple, chaque joueur recevrait, comme ceci, une tuile. Et là, on formerait la capitale. Ensuite, vous prenez les 20 tuiles défis et vous les mélangez. Vous en révélez 3. À côté de chaque défi, vous placez un hôtel divin de la même couleur, comme ceci par exemple. Les autres hôtels divins sont regroupés pour former une réserve. Chaque joueur reçoit ensuite 2 pierres. Le reste des pierres forme une réserve. Ensuite, chaque joueur reçoit 3 tuiles citées. Ces tuiles sont gardées en main comme des cartes et ne doivent pas être révélées aux autres joueurs. Toutes les autres tuiles citées sont placées à proximité face cachée. Il n'y a ni pile, ni chantier, ni rivière. Et peu importe le nombre de joueurs, toutes les tuiles citées sont utilisées. Les tuiles de départ du jeu original ne sont pas utilisées dans ce mode, elles doivent être rangées dans la boîte. Le carnet de score servira toujours pour le décompte des points. Pour commencer, vous devez simplement déterminer qui sera le premier joueur. Comme vu lors de la mise en place, chaque architecte possède 3 tuiles en main. À son tour, un architecte a toujours 2 options possibles. Il peut ajouter soit une tuile à sa cité, soit envoyer une tuile à la capitale. Lorsqu'un joueur ajoute une tuile à sa cité, cela peut lui permettre de valider un ou plusieurs défis architecturaux. Les règles de placement sont exactement les mêmes que dans le jeu de base. Au premier niveau, la tuile doit être connectée à la cité par au moins un côté. En hauteur, elle doit recouvrir 3 hexagones et être posée sur au moins 2 tuiles différentes et ne jamais surplomber un espace vide. Comme dans le jeu de base, chaque carrière recouverte permet de gagner une pierre. L'autre option consiste à ajouter une tuile à la capitale, mais cela a un coût. Il faut payer une pierre à la réserve pour représenter le transport. Une fois la pierre payée, la tuile est ajoutée à la capitale. Les règles de placement sont les mêmes que pour une cité classique. Dans ce mode, la victoire ou la défaite est collective. La communication est donc essentielle. Les joueurs doivent décrire les tuiles qu'ils ont en main, mais ils ne peuvent pas les montrer aux autres. En fin de partie, seuls les points de la capitale sont repris en compte. Les cités personnelles servent donc principalement à préparer et optimiser les actions. Pour terminer son tour, un architecte pioche une nouvelle tuile citée. Cela lui permet de toujours conserver 3 tuiles en main. Dans Panthéon, les défis architecturaux sont au cœur du jeu. Chaque tuile défi contient plusieurs informations. On y trouve le nom du défi, une condition à valider, et un exemple de schéma à reproduire. Pour valider un défi, il faut que la tuile que vous venez d'ajouter permette de remplir la condition demandée. Si la situation décrite est présente dans votre cité, alors le défi est validé. Chaque défi correspond toujours à une couleur de quartier spécifique. 2 types de représentations peuvent apparaître. Dans la vue du dessus, le niveau des tuiles n'a aucune importance. Dans une vue en 3 dimensions, le niveau peut être différent de l'illustration. L'image sert uniquement à mieux comprendre la consigne. Dès qu'un défi est validé, il est immédiatement remplacé. Vous révélez une nouvelle tuile défi et vous placez un nouvel hôtel divin. Il est possible de valider plusieurs défis au cours d'un même tour. À tout moment, vous pouvez choisir de défausser un défi, cela a un coût, une pierre. Vous défaussez alors le défi ainsi que son hôtel divin et vous le remplacez par un nouveau coup. Il faut savoir que la différence majeure, chaque place de la capitale doit accueillir un hôtel divin de même couleur pour être valide lors du décompte final. Il existe 20 hôtels divins correspondant aux 20 défis tuiles architecturales. 5 de Hestia, 4 de Hermès, 4 de Arès, 4 de Zeus et 3 autres de Déméter. C'est lors de votre tour.
si votre cité correspond aux conditions, que vous pouvez valider ce défi. Vous défaussez alors la tuile et vous posez immédiatement l'hôtel divin correspondant sur une place libre de la même couleur dans la capitale. Construire un hôtel divin n'a pas de coût supplémentaire. Au début de la partie, seulement 3 défis sont disponibles, mais vous pouvez élargir vos options. À n'importe quel moment, un architecte peut payer 5 pierres pour débloquer un emplacement supplémentaire. Cela permet de révéler un nouveau défi et d'en avoir plus de choix. Il n'y a aucune limite au nombre d'emplacements que vous pouvez débloquer. Et ces emplacements restent acquis définitivement. Lorsqu'un architecte dépense des pierres, que ce soit pour envoyer une tuile à la capitale ou pour débloquer un emplacement, toutes les pierres doivent fournir sa propre réserve. Cependant, il est possible de s'entraider. Un joueur peut offrir la pierre à un autre, mais cela a un coût. Pour chaque pierre donnée, une pierre supplémentaire doit être versée à la réserve. Par exemple, si je donne 2 pierres à un autre joueur, je devrais en dépenser davantage, car une taxe s'applique sur chaque pierre donnée. Donc 2 au joueur et 2 à la réserve. La partie coopérative se termine lorsque toutes les tuiles ont été jouées. Cela inclut aussi celles qui sont encore dans les mains des architectes. Le score se calcule uniquement à partir de la capitale. Les cités individuelles ne rapportent aucun point. Seules les places de la capitale possédant un hôtel divin sont prises en compte. Avant de compter les points, il faut retirer tous les hôtels divins qui ne respectent pas les conditions du scénario choisi. Le scénario que vous avez choisi en début de partie, que je vais vous montrer plus en détail ici. Vous voyez, et en niveau de difficulté. Ici, seuls les hôtels divins placés en hauteur sont comptabilisés. Et ici, seuls les groupes d'au moins 2 hôtels divins adjacents sont validés. Une fois ceci fait, vous calculez les points comme dans le jeu de base, à l'aide du carnet de score. Ensuite, vous comparez vos résultats avec les objectifs de la tuile scénario. La coopération est essentielle pour disposer de places libres dans la capitale au bon moment. La pierre reste la ressource centrale. Vous pouvez en produire aussi bien dans votre cité que dans la capitale. Il est important de vous répartir les défis en fonction de la forme des cités et des tuiles que chacun possède. En observant les hôtels divins restants, vous pouvez anticiper les types de défis à venir. Un point de pas négligé, il est possible d'écraser un hôtel divin, dans ce cas il est définitivement perdu. Avant de passer à mon avis, si vous appréciez ce genre de jeu, où chaque décision compte, et où la construction se fait pièce par pièce, pensez à soutenir la chaîne. Vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire ou simplement partager la vidéo. C'est un peu comme poser les fondations d'une cité solide. Ça permet à la chaîne de continuer à grandir. Et maintenant, voyons ce que je pense du jeu. Acropolis, c'est typiquement le genre de jeu, une fois posé sur la table, révèle une vraie élégance dans sa conception. Dès la première partie, ce qui frappe, c'est la clarté. On comprend rapidement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et surtout comment on progresse. Il n'y a pas de surcharge de règles, pas d'exception inutile, tout repose sur des principes simples. Choisir une tuile, payer éventuellement des pierres, et construire intelligemment sa cité. Mais cette simplicité est un peu trompeuse. Parce qu'en réalité, très vite, le jeu commence à demander de vraies décisions, et c'est là que l'expérience devient intéressante. Autour de la table, le jeu propose une ambiance bien à lui. Ce n'est pas un jeu bruyant ni chaotique, c'est un jeu calme, posé, presque contemplatif par moments, mais avec une tension constante en arrière-plan. Cette tension vient principalement du chantier. Le fait de voir toutes les tuiles disponibles crée un espace de décision partagée. On observe, on anticipe, on hésite. Est-ce que je prends cette tuile maintenant, quitte à payer cher? Est-ce que je prends quelque chose de moins optimal, mais gratuit? Et pendant ce temps, les autres joueurs réfléchissent exactement aux mêmes choses. Il y a donc une interaction réelle mais très subtile. On ne se bloque pas directement, on ne s'attaque pas, mais chaque choix influence les autres. Et ça crée une dynamique assez élégante où chacun joue pour soi, tout en surveillant constamment les autres. Le rythme est fluide, les tours sont rapides, il n'y a pas de temps mort, et on reste impliqué du début à la fin. Ce qui fonctionne particulièrement bien, c'est la montée en puissance. Au début, on pose un peu comme on peut. On construit, on teste, on découvre. Puis progressivement, on commence à comprendre l'importance de la hauteur, des multiplicateurs et des regroupements. Et là, le jeu change de dimension. On ne joue plus simplement pour poser des tuiles, on joue pour optimiser une structure. Chaque placement devient plus réfléchi, chaque erreur est plus visible, et chaque bonne décision est très satisfaisante. Il y a un vrai plaisir à voir sa cité prendre forme, à la fois esthétiquement et mécaniquement. On ressent dans le jeu cette idée de construire une ville, de gérer son développement, de faire des choix d'urbanisme. Les contraintes de placement ne sont pas là par hasard, elles ont du sens. Les habitations qui doivent former un grand ensemble, les marchés isolés, les temples entourés, tout ça participe à une logique globale. Et surtout, la construction en hauteur renforce vraiment cette sensation de bâtir quelque chose de structuré, presque organique. C'est un jeu cohérent. C'est un jeu d'optimisation, une optimisation assez accessible, qui repose sur plusieurs axes. La gestion des pierres, le timing de choix dans le chantier, la structure de sa cité et la planification à moyen terme. Il faut constamment faire des arbitrages. Est-ce que je privilégie une bonne tuile maintenant, ou est-ce que j'économise? Est-ce que je monte en hauteur tout de suite, ou est-ce que je prépare une base solide? Est-ce que je développe un type de quartier en particulier, ou est-ce que je diversifie? Ce ne sont pas des choix écrasants, mais ils sont permanents. Et c'est ça qui donne au jeu sa profondeur. Son accessibilité, sa courbe d'apprentissage est clairement un point fort. Le jeu s'explique rapidement, se comprend vite et peut être joué par des profils très différents. Il y a quand même une progression. Les premières parties sont souvent exploratoires. On découvre les règles, on teste des choses. Puis progressivement, on comprend les subtilités.
Et là, le jeu se révèle encore plus. Il ne devient jamais compliqué, il devient plus exigeant dans les choix. Le mode solo est une bonne surprise. Il ne cherche pas à recréer exactement une partie multijoueur, il propose plutôt une adoption intelligente avec un adversaire automatisé. Ce qui fonctionne bien, c'est la simplicité de gestion. L'illustre architecte a un comportement clair, lisible et rapide à appliquer. Mais surtout, il modifie légèrement votre manière de jouer. Le fait de lui donner des pierres que vous dépensez change la dynamique. Vos choix ont un impact direct sur ses ressources et donc sur ses actions. On se retrouve à la fois à jouer pour optimiser sa propre cité et pour contrôler indirectement celle de son adversaire. Niveau difficulté apporte une progression intéressante. On peut commencer doucement puis augmenter le défi. C'est un mode solide, cohérent et agréable à jouer. Panthéon par contre change complètement la manière de jouer. On passe d'un jeu compétitif à un jeu coopératif. Et le changement fonctionne étonnamment bien. La présence de la capitale, les défis, la gestion collective, tout pousse les joueurs à discuter, à planifier ensemble, à coordonner leurs actions. Le jeu devient beaucoup plus interactif verbalement. On échange, on conseille, on anticipe, mais avec une contrainte intéressante. On ne peut pas montrer ses tuiles, donc il faut communiquer sans tout révéler. Les défis ajoutent aussi une direction au jeu. On ne construit plus uniquement pour optimiser son score, mais pour répondre à des objectifs précis. La gestion des ressources, notamment des pierres, devient collective, mais pas gratuite. Il faut s'entraider, mais chaque aide a un coût, et ça crée des décisions intéressantes. L'extension apporte une vraie alternative, elle renouvelle l'expérience sans compliquer le jeu. Le jeu de base propose des parties variées grâce aux tuiles et au choix des joueurs. Le mode solo ajoute un intérêt supplémentaire pour jouer seul, et l'extension apporte une autre manière de jouer qui change suffisamment l'expérience pour donner envie d'y revenir. Acropolis fonctionne très bien avec des joueurs qui aiment réfléchir, sans complexité excessive, des groupes mixtes avec différents niveaux, des joueurs qui apprécient l'optimisation et la construction. C'est aussi un excellent jeu pour introduire des mécaniques plus expertes en douceur. C'est un jeu de construction et de réflexion. C'est un jeu qui maîtrise parfaitement ce qu'il propose. Il est accessible, fluide, intelligent et suffisamment profond pour rester intéressant sur la durée. Le mode solo ajoute une vraie valeur sans vouloir dire les règles, et l'extension apporte une dimension coopérative pertinente qui transforme l'expérience en la dénaturer. C'est un jeu équilibré, cohérent, très agréable à sortir. Un jeu qui s'installe facilement et qu'on a souvent envie de rejouer pour faire un peu mieux la fois suivante. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!